Quelles sont les conditions d'accès à l'emploi pour les jeunes? Est-ce que la formation est mise en avant au Sénégal? Et quelle est la vraie ampleur du chômage structurel? Tant de questions pertinentes à l'aube des promesses présidentielles qui, si respectées, pourront aboutir à l'émergence d'une véritable économie en puissance. Pour décortiquer tout cela, deux experts sur notre plateau aujourd'hui. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Nous sommes dans un premier temps avec Fa Diallo, entrepreneur social, consultante en business inclusif avec 20 ans d'expérience professionnelle en gestion d'entreprise. Bonjour Fa. Bonjour Sophia, merci Comment ça va? de l'invitation. Ça va très bien. Ça va, merci. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. On est aussi rejoint par Nicolas Etoyi, qui est président de la MCCA, la mission du Conseil des consultants africains, auteur, écrivain, qui a beaucoup écrit sur l'entrepreneuriat et qui est également en train d'écrire sur la communication politique. C'est bien ça? Exactement. Bonjour Nicolas. Bonjour Sophia. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet avec vous, Nicolas, à vous s'adresse ma première question. Si l'on devait faire un bilan des 5 dernières années, lorsqu'on parle du marché du travail au Sénégal, quel serait-il? Bon, déjà, commençons à dire que si on doit parler de 5 dernières années, on remonte en paix en 2017. Et ces 2017-là, on est en plein pouvoir du président Macky Sall, avec des promesses, je crois, allant jusqu'à 100 000 emplois créés. Et je pense que c'était très louable. Et lorsqu'on regarde les statistiques en provenance de l'Agence nationale de statistiques qui montre qu'effectivement, nous atteignons presque plus de 18%, n'est-ce pas, d'emplois créés, mais qui, par rapport à leurs études, des enquêtes réalisées, on a un taux très élevé par rapport aux hommes et un taux très faible par rapport aux femmes. Et en même temps, l'OIT qui avait sorti des études concernant ces résultats, dont la plupart des experts sénégalais, je dirais même africains, qui ont contesté cela. Je dirais que ce n'est pas faux, mais évidemment, on reste toujours dans notre soif d'avoir plus de 100 000 emplois créés du président Macky Sall. Et aujourd'hui, je pense que l'État sénégalais ne peut pas tout faire. Il y a des agences, évidemment, d'emploi qui travaillent sur ces questions-là. Il y a des agences aussi qui travaillent sur des questions de l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup qui sont déjà créées. Vous avez la DPME qui s'occupe des PME. Vous avez la DER qui est née. Vous avez d'autres organisations. En réalité, tout le monde s'occupe de tout le monde et puis on n'a pas vraiment des résultats qu'on recherche. Aujourd'hui, la jeunesse dite sénégalaise et celle installée au Sénégal, parce qu'il n'y a pas que des Sénégalais, il y a aussi des étrangers qui sont installés, qui cherchent de l'emploi au Sénégal. Je pense que le président devait peut-être calculer cela. Mais il y a une question quand même qui reste fondamentale, et je dirais même très critique, celle de l'étude réalisée par l'Agence nationale de la statistique et la comparaison des résultats obtenus par l'OIT qui fait débat. Et je pense que la réalité du contenu de ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, parce que nous sommes des acteurs du terrain, nous sommes des acteurs de ce que nous voyons. Et je pense que la question devait être à revoir, redéfinir un peu la notion de l'emploi. Est-ce que lorsqu'on parle de l'emploi ici, on fait allusion à des jeunes de 15 ans? Sinon, je me pose la question de savoir, un jeune de 15 ans, on va le trouver où? À l'école ou dans un emploi? Et je pense que là, par rapport à cette question de l'emploi, il faut redéfinir en réalité ce qu'on attend par emploi. Est-ce qu'on parle de salaire? Est-ce qu'on parle des prestations de salaire? Est-ce qu'on parle des honoraires? Et tout ça, là, ça rentre en jeu. Et je pense que le président Macky Sall a fait de son mieux pour pouvoir aboutir à ces résultats. Heureusement ou malheureusement, il faudra analyser les 5 ans dans la post-Covid parce que 2017 à aujourd'hui, nous avons l'intervalle de 2020 qui fait que la question de l'employabilité a énormément baissé. Peut-être intéressant pour les autres, peut-être pas intéressant pour les uns, mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit quand même réinventer notre méthodologie de gérer. Est-ce qu'il y a les écoles secondaires, les écoles primaires
sont impliquées à cette question-là? Non. Est-ce que les écoles professionnelles? Oui. Est-ce que ces écoles forment des gens habilités à l'emploi? Je pense que ça mérite quand même réflexion. Ça mérite réflexion, justement. Et justement, on va revenir sur cette question du sondage de l'OIT tout à l'heure, plus en profondeur, mais vous avez touché à un point finalement aussi qui est essentiel, c'est la formation. Quand on parle des écoles des écoles supérieures, des universités, etc. Vous qui avez 20 ans d'expérience en tout ce qui est gestion d'entreprise et administration, est-ce que vous pensez que la formation est assez de qualité? Est-ce que les jeunes sont assez bien formés lorsqu'ils rentrent dans le marché du travail? Bon, alors, moi, je pense que je vais scinder le problème en deux. Le premier problème, c'est celui dont parlait monsieur tout de suite, sur les jeunes à 15 ans. Est-ce qu'ils sont à l'école ou est-ce qu'ils sont au travail? Donc, pour les jeunes qui sont en apprentissage, parce que des fois, les jeunes arrêtent l'école à l'âge de 15 ans. En classe de CM2, je veux dire. Oui. Donc, je ne sais pas trop quel âge ils ont, 10 ans, 12 ans, un truc comme ça. Puis, on les rentre dans chez un professeur de quartier pour apprendre un métier. Mais en marge de ça, il y a également les jeunes qui ont 15 ans, qui continuent les études, mais qui ne s'intéressent pas trop parce qu'ils sont dans une phase très, très, très complexe. Alors, le problème de la formation professionnelle au Sénégal, ou le problème de l'éducation au Sénégal, c'est un véritable challenge. Mais véritablement. Et le souci que ça pose aujourd'hui, c'est qu'en fait, les personnes qui sortent ne sont pas assez outillées ou alors assez préparées pour le marché de l'emploi. Vous regardez autour de vous, dans l'écosystème, il y a un véritable problème de ressources humaines. Partout, tout le monde a le même son de cloche. Ressources humaines, matin et soir, du micromanaging à n'en plus finir. Mais où est le problème? Il va falloir qu'on regarde qu'est-ce qui se passe dans nos formations professionnelles, qu'est-ce qui se passe dans nos universités, qu'est-ce qui se passe dans nos grandes écoles. Pourquoi quelqu'un qui sort avec un master ou une licence n'est pas opérationnel dans les entreprises? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un problème de qualité sur la formation? Est-ce un autre problème sociétal qui fait qu'en fait, qui gangrène notre société, qui fait que les gens ou les jeunes ne sont pas forcément préparés à l'entreprise, préparés à travailler? Aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe, l'éducation, moi j'ai beaucoup de jeunes dans ma structure, la plupart ils ont des licences ou des masters, mais ils n'ont jamais été en immersion. Donc quand ils arrivent comme ça, c'est une formation complémentaire qu'il va falloir faire. Ne faut-il pas repenser la formation? Ne faut-il pas repenser l'éducation de base ou alors aider ces jeunes qui sont dans des longues études à aller vers une immersion genre alternance? Ça pourrait tellement aider. Mais au-delà de ça, nous, on a une population qui est très très jeune. À 34% selon l'ANSD, ils sont en décrochage scolaire dès la 3e. Vous imaginez? Que peut faire un jeune en classe de 3e qui ne va plus à l'école, qui n'est pas formé? Rentrer dans le secteur informel peut-être? Exactement. Mais que peut faire aussi un jeune qui a été formé sur le tas dans le secteur informel et qui n'a pas les moyens d'ouvrir son atelier? Je pense que la réflexion devrait plutôt aller dans ce sens-là. Mais véritablement, il y a un problème sur la qualité de la formation. Enfin, je ne sais pas trop quels sont les contenus, mais il faudrait revoir aussi les autres métiers. Pourquoi tout le monde s'engouffre dans les mêmes corps de métier? N'y a-t-il pas autre chose à faire? Tout à fait. Tout à fait. Je pense que ça mérite réflexion en tout cas et on va pousser un peu surtout dans le sujet des secteurs et le secteur informel en particulier justement. Mais avant cela, Monsieur Nicolas, vous avez parlé justement de cette fameuse étude de l'OIT, donc de l'Organisation internationale du travail. La dernière remonte à mi-octobre 2020, pendant laquelle le Sénégal avait été classé 3e
pays avec le plus haut taux de chômage. C'était il n'y a pas très longtemps. Il y a moins d'un an, en tout cas. Et beaucoup d'experts ont contesté cela, en tout cas, en parlant du fait qu'il fallait revoir peut-être les critères de cette liste, sur quoi ils se sont basés, qu'est-ce que ça veut dire l'emploi, qu'est-ce que ça veut dire avoir du travail ou non, etc., être en recherche active de travail, etc. Mais vous, en tant que consultant, qu'est-ce que vous pensez de cet échelon qui a utilisé l'OIT pour classer le Sénégal à ce niveau-là? Est-ce que vous êtes en accord? Et comment est-ce que ça s'explique? Je pense que c'est des bonnes guerres d'abord à la base. L'OIT étant une organisation internationale, se focalise déjà dans un pays et à ces critères d'études, ou s'il veut mener des enquêtes, on ne sait pas exactement il a mené ses enquêtes où. Est-ce qu'il a mené ça à Fouta? Est-ce qu'il a mené des études à Kaolack? Est-ce qu'ils ont mené des études très loin dans les coins reculés du Sénégal? Ou bien ils ont mené ça à Dakar? Est-ce que l'Agence nationale des statistiques peut aujourd'hui nous mettre à disposition de rapports qui montrent que dans tout le Sénégal, dans tout le territoire, il y a des enquêtes qui ont été menées. Et voici un peu les critères en réalité qui nous ont permis de mener ces études. Quand je parle de critères, je peux faire allusion à l'âge. Parce qu'un enfant de 15 ans n'est pas forcément un employé dans une entreprise, n'a pas un CDD. Alors, c'est sur quelle base des critères, sur quel âge, voilà, sur quel sexe et tout ça, quelles compétences, quel secteur. Donc tout ça là, c'est important. Maintenant, je ne dis pas que ici, les résultats de l'OIT ne concordent pas. Ça concorde selon leurs études à eux. Mais ça n'a rien à voir avec ce que le Sénégal présente. Parce que ce que le Sénégal présente ce que le territoire national a. Maintenant, après, ça va être des très bonnes guerres qu'on pourra faire. Mais moi, je voulais rajouter quelque chose de très important concernant ça. Les écoles de formation ont pour objectif de donner l'intelligence, de former au savoir, à la connaissance, pas à donner l'emploi. Ils peuvent être facilitateurs en réalité pour obtenir un emploi ou obtenir un stage. On parlera à ce moment-là de contrats de stage. Par contre, si nous avons de business schools, des écoles d'affaires qui forment des étudiants sur des métiers, tout de suite, on peut l'identifier à l'emploi. Parce qu'en réalité, l'économie demandeur ne cherche que des gens qui ont la compétence requise par rapport à un métier donné. On se pose aussi la question de savoir où se trouvent les industries sénégalaises pour embaucher des métiers qu'il faut. Tout le monde fait ce qu'il faut faire, tout le monde fait. Le marketing, la banque, tout le monde le fait. Mais est-ce que nous avons des industries aujourd'hui qui peuvent se prétendre dire j'ai une industrie au Sénégal qui, je raconte comme ça, qui fait des bauxites ou qui produit de l'or et qui est capable d'employer 65 000 jeunes. On ne sera pas très loin quasiment de ce que le président disait. Parce que si aujourd'hui le président investit 80 milliards pour peut-être faciliter l'emploi ou l'entrepreneuriat, nous pouvons créer une société industrielle qui est capable d'employer 70 000 personnes. Alors si on investit 465 milliards, je suis toujours dans la logique présidentielle, en distribuant cet argent auprès des agences, je peux vous assurer qu'il y a 10 ans de cela, la DPME faisait quasiment la même chose. Si on regarde aujourd'hui 10 ans après, quels sont les résultats? Si au bout de 5 ans, on est capable de mettre en place une industrie capable d'employer 50 000 jeunes, je pense que si on fait 2 industries en investissant 400 milliards, on peut employer 100 000 emplois. Donc des jeunes pourront avoir de l'emploi. Et là encore, il faut identifier quel type de métier faudra-t-il former des jeunes capables aujourd'hui de pouvoir être au marché de l'emploi. Le Sénégal aujourd'hui, je rebondis encore sur ça, en train de parler du pétrole et du gaz. Tout le monde est en train d'étudier le pétrole et le gaz. Tout le monde est en train de l'étudier. Alors que dans le pétrole et le gaz, il y a tellement de sous-métiers qui peuvent être intéressants. Est-ce que nous avons des écoles aujourd'hui qui forment dans ces métiers-là? Pas forcément des gens qui ont des licences, mais des gens qui ont seulement le baccalauréat, des gens qui ont seulement le BFM, qui peuvent aujourd'hui avoir la facilité d'avoir un métier et d'être employés, peut-être dans un contrat, peut-être dans une prestation. Ça aussi, c'est un problème de catégorisation. Et c'est très important de le spécifier dans la notion de l'emploi ou dans la notion de l'insertion professionnelle. Je vais revenir et en disant peut-être en conclusion dans mon analyse, c'est que
l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas forcément le fait que quelqu'un a une licence ou un master ou un doctorat et puis il va chercher un emploi et trouver. Non, c'est aussi la création d'entreprises. Est-ce que nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont outillés dans l'entrepreneuriat, qui comprennent ce que c'est un état d'esprit entrepreneurial, qui comprennent ce que c'est avoir une idée et comment effectuer ça? Et je pense que ça, ce sont des choses qu'il faudra revoir. Il y a des milliers de jeunes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Pourtant, c'est des diplômés, ils ont une licence, ils ont un master, c'est des MBA, c'est des doctorants. Pourquoi ne faut-il pas se lancer dans la consultance? Je me pose la question. Pourquoi ne pas se lancer dans la consultance? Une question comme ça, et justement, ça nous permet de rebondir sur les différents secteurs. Comme l'a dit Fa tout à l'heure, quels sont les secteurs où il faut aller et quels sont les secteurs sur lesquels le Sénégal doit maximiser aujourd'hui pour pouvoir se développer? Certains secteurs sont dits saturés parce que tout le monde veut faire la même chose. Donc, qu'est-ce que vous préconisez, vous? Vers quoi il faut aller aujourd'hui? Moi, en fait, ce que je vais dire, je ne sais pas s'il y a, bien évidemment qu'il y a des secteurs qui sont complètement saturés, comme tout ce qui est comptabilité, ou aujourd'hui ce que les jeunes aiment faire, marketing, communication digitale. Tout le monde a une licence ou un master en marketing, communication digitale. Ouais. Récemment, j'ai fait pas mal une tournée régionale. Je suis allée dans beaucoup de régions, j'ai rencontré énormément de jeunes. Le premier problème de base qui se pose aujourd'hui, c'est le décrochage scolaire. Je pense qu'il faut d'abord aller voir pourquoi ces jeunes aujourd'hui sont en décrochage scolaire. Qu'est-ce qui se passe dans notre système? En fait, il ne suffit pas de... Enfin, à mon sens, je ne suis pas du tout une experte en la matière, mais à mon sens, il ne suffit pas de dire nous allons créer une industrie là et employer des jeunes. Je pense qu'il faut aller d'abord comprendre à la source pourquoi aujourd'hui notre richesse, qui est notre jeunesse, est complètement laissée à l'abandon. Et eux-mêmes, ils se sentent victimes. Quand moi, je parle du milieu rural, je ne parle même pas de Dakar, parce que les jeunes qui sont à Dakar, ils ont moult façons de rebondir. Il y a beaucoup d'écoles à Dakar, il y a beaucoup d'entreprises à Dakar, il y a la DER, toutes les structures institutionnelles, institutions financières sont à Dakar. Allez à Kédougou, allez à Tamba, allez à Kolda. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourtant, c'est la même jeunesse. Ce sont des Sénégalais comme ceux qui sont ici. Allez à Richard Toll. Je vous assure, c'est un réel problème sociétal qu'il va falloir repenser dans le fond. Je ne sais pas si, dans la logique ou de ce qui va être décidé, il y aura des antennes qui vont être créées, mais aussi on a un problème de suivi dans ce pays. On crée beaucoup de choses, mais faire le suivi de bout en bout, voir si ça marche, on injecte des milliards sur des secteurs ou sur des projets qui au final n'aboutissent pas. Il faut se dire, c'est ça le souci aussi. Pourquoi aujourd'hui on a pléthore d'agences, on a pléthore d'ONG qui sont en principe là pour soutenir notre jeune. Je ne fais pas de la politique du tout. Ce n'est pas mon fort. Mais je parle juste de ce que je constate moi en tant que femme de terrain. Je suis tout le temps sur le terrain, je rencontre beaucoup de jeunes et je les écoute. Et c'est à force d'écouter que je peux peut-être tirer quelques statistiques que je fais et que je mène. Aujourd'hui, je suis capable de vous dire, j'ai rencontré tant de jeunes, ils ont décroché pour telle raison, telle raison, telle raison. Beaucoup de femmes, plus de 80%, sur tous les métiers dont on parle aujourd'hui. Les emplois qui vont être créés, elle est où la place de la femme? Sur quel métier vont-ils être orientés? Est-ce que cette problématique est aussi prise en compte? Moi, je pense qu'il faut véritablement faire une réflexion commune, collective, profonde, avant d'aller vers des solutions. Ouais. La réflexion doit être profonde et justement, vous parlez d'un manque de suivi. Je rebondis avec vous, Monsieur Nicolas Etoyi, sur les promesses qui sont à échéance là au mois de mai, les promesses qui datent du 3 avril, à la veille de l'indépendance du président Macky Sall, où, je cite certaines de ces promesses, vous l'avez dit tout à l'heure,
80 millions d'investissements pour les jeunes et 65 000 jeunes recrutés avant le mois de mai. Une réorientation aussi des allocations budgétaires à hauteur de 450 milliards et aussi le renforcement sécuritaire de nos frontières. Alors, avec le temps que le président s'est donné ou a donné au gouvernement pour faire tout ça et le manque de suivi que Fa Diallo vient de relever parce qu'il y en a eu des investissements auparavant. On se rappelle, en 2020, il y a eu des milliards qui ont été investis après la Covid-19. Qu'est-ce que vous pensez de cela, de ces promesses-là, de l'échéance qui a été donnée et du manque de suivi qu'il peut y avoir derrière souvent ce genre de promesses? Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas refaire un peu l'information, mais nous avons tous vécu les malheureuses les malheureux affrontements qui sont passés dernièrement avec les dossiers de M. Sonko, ce qui a bouleversé un peu, je veux dire, à la fois l'économie, mais en réalité le besoin des entrepreneurs, mais surtout des jeunes. Ils n'ont pas dit que nous sommes là pour casser concernant Sonko, mais c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Ils disent qu'on n'a pas de boulot, il n'y a pas d'emploi. Depuis un moment donné, ça galère, on n'a pas à manger, des gens manquent de boulot. Mais est-ce que c'est la faute du président? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la faute du Covid? Probablement. Mais est-ce que ce sont des mesures prises par le président qui ont fait que tout ça, ça fait un cocktail explosif? Alors, ce que je veux dire, c'est que le président rebondit sur certaines choses, peut-être pour recadrer, et les promesses sont peut-être assez intéressantes, mais je pense que si on reste à l'ombre du pratique, ces questions-là doivent être mieux structurées et segmentées par rapport au temps. Est-ce que le temps lui est permis aujourd'hui de pouvoir réaliser cela? Peut-être. Pouvons-nous évaluer déjà les agences concernées, que ce soit la DER, tout ce qui a été fait, pour qu'on puisse avoir les résultats et si on l'a réellement atteint? On ignore. Je ne pourrais pas dire effectivement que le président a échoué. Mais je pense que ce qu'il propose est intéressant. Mais il faut réfléchir sur ça et quel résultat on veut atteindre. Si on doit investir 80 milliards aujourd'hui pour booster l'économie, je pense que c'est bien. Mais il faut l'investir dans le renforcement des capacités, des métiers de la jeunesse et pour pouvoir leur trouver de l'emploi ou pousser les jeunes à créer de l'emploi. Et créer de l'emploi, ça veut dire aller vers la création des entreprises. Je vous donne un exemple. Si vous prenez aujourd'hui 100 000 jeunes, puisque le président parle de 80 milliards, vous prenez aujourd'hui 100 000 jeunes. Le président s'est dit, dans les 2 ans, on va le former, en créer une entreprise. Si une seule personne crée une entreprise, on a déjà été, nous sommes déjà dans l'employabilité. Et si cette personne-là embauche une seule personne, ou tout simplement fait que cette personne-là soit son associé, on aura 200 000 qui vont avoir une entreprise. En d'autres termes, on aura 200 000 entreprises créées. Le souci, c'est dans quel secteur porteur l'économie pour booster effectivement la croissance économique que le président recherche. C'est là qu'il faut identifier. C'est pour cela que je rebondis en disant il faut qu'il y ait de renforcement des capacités dans la création d'entreprises et innovation économique. Sur ces secteurs-là, cibler effectivement qui sont des personnes habilitées à faire ces formations. Je ne parle pas des enfants de 15 ans, je ne parle pas des l'OIT, je parle des étudiants qui chôment aujourd'hui, je parle des licenciés, des masters qui chôment aujourd'hui. Ils peuvent avoir, si vous voulez, un parcours commun, marketing, communication, mais de créer dans des secteurs porteurs. Je peux faire du marketing, mais je m'oriente dans tout ce qui est transport logistique. Je peux faire transport logistique, mais je m'oriente dans tout ce qui est digital. La question, c'est d'identifier quel est le secteur qui peut être porteur et dans ces secteurs-là, est-ce qu'il est prioritaire? Et si c'est prioritaire, est-ce que j'ai reçu un besoin en termes d'entrepreneuriat? Maintenant, après, l'État est pourvoyeur des solutions d'emploi. Elle peut imaginer, inventer, post-Covid, les meilleures solutions aujourd'hui pour répondre. Je ne pense pas que 80 milliards va résoudre le problème. Je ne pense pas que 485 milliards évoqués pourra résoudre le problème. Ça pourra apporter une solution, mais pas de résoudre le problème. Et je pense que cet investissement peut servir à autre chose, peut-être à créer une entreprise. Parce que depuis que le président est président, moi j'aime bien le président Macky Sall parce qu'il a des très belles idées, il y a beaucoup d'investissements. Quel est le résultat aujourd'hui?
Le Sénégal est regardé à travers le monde comme étant une vitrine d'intellectuels qui sont dans des grandes institutions internationales, ce qui revient à dire que nos établissements d'enseignement supérieur, nos business schools, bravo, d'accord, mais pourquoi il y a autant de chômage? Je pense qu'il y a ces gaps-là qui mettent quand même une réflexion pour que le débat puisse se faire. Moi, j'invite des gens à faire de la consultance. Encore, on reviendra sur la consultance. Ouais. Et oui, il insiste sur cela. Et un autre point sur lequel on insiste aussi depuis le début, c'est l'entrepreneuriat. Oui. L'entrepreneuriat peut-être comme solution, parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, que l'État, oui, veut bien créer de l'emploi, mais que les jeunes aussi doivent entreprendre. Qu'est-ce que vous en pensez et comment entreprendre? Alors, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, je pense qu'il a décollé, je dirais, ces dernières années, surtout pour les femmes. Alors, n'entreprend pas qui veut. Et l'entrepreneuriat, je pense que ça s'apprend aussi. C'est inné chez certaines personnes, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait développer dans nos écoles aussi. Pourquoi est-ce que dans les pays anglo-saxons, ils sont plus enclins à entreprendre par rapport à nous? Qu'est-ce qui se passe dans leur pays que nous avons raté peut-être? Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, il est tellement riche au Sénégal et vaste. Les gens font des belles choses, Sophia. Mais ce qui se passe, c'est la lourdeur administrative, la lourdeur fiscale et la lourdeur sociale. Peut-être que justement, ces milliards dont j'entends parler, si une partie était consacrée peut-être à l'allègement fiscal ou à l'allègement social en faveur des entrepreneurs, peut-être que justement, c'est une fenêtre pour créer davantage d'emplois. Ah oui, on est en mal d'employabilité. On est en mal d'avoir une bonne main-d'œuvre qualifiée. Nous prenons des personnes sur le tas, qu'on forme nous-mêmes, mais si on pouvait accéder à la main-d'œuvre des doctorants qui sont au chômage, des étudiants qui sont diplômés et qui sont au chômage par une aide publique qui vont nous accompagner dans tout ce qui est déclaration sociale ou fiscale, nous prendre peut-être 20%, 50% de ces charges-là, je ne sais pas, la charge patronale peut-être, et nous laisser la charge salariale, peut-être sur une durée, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, mais véritablement mettre en place une politique entrepreneuriale qui va encourager les jeunes qui sont déjà là, nous. Oui, tout simplement. Et oui, en tout cas, une bonne leçon pour l'entrepreneuriat. Vous voulez rebondir? Non, mais c'est très important de parler de l'entrepreneuriat parce que déjà actif des 2 livres sur l'entrepreneuriat, c'est des questions qui sont, je veux dire, qui restent toujours, c'est toujours passionnant. L'entrepreneur, pour moi, l'entrepreneur africain ou l'entrepreneur sénégalais spécifiquement, c'est celui qui va en guerre. Et lorsque vous prenez un fusil, vous donnez à quelqu'un, vous lui dites allez-y en mission, il y a 2 choses. Ou il va mourir, ou il va survivre. Et si il réussit à survivre, c'est qu'il va avoir une expérience pour venir raconter ce qu'il a vécu. Donc c'est un défi. L'entrepreneur, lorsqu'il va en guerre, s'il respecte la loi, les lois peuvent les tuer. S'il ne les respecte pas les lois, il peut être condamné. Et c'est là où se trouve l'entrepreneur. Où je respecte, où je ne respecte pas. Et à quel moment je dois respecter? On ne respecte que cela si cela vous convient. Quand ça ne vous convient pas, vous ne respectez pas. Sinon, le monde, il est fait comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là, en parlant de cet exemple imagé? C'est qu'un entrepreneur est celui qui s'adapte aux circonstances permanentes, qui évolue avec ce qui se passe maintenant. C'est dans des crises comme ça, post-Covid, c'est dans des moments comme ça où on fait ressortir des vrais entrepreneurs, des génies, des gens qui sont capables de créer l'extraordinaire. Et c'est ce que moi je considère comme entrepreneur. C'est pas quelqu'un qui a un bac plus 5 ou une licence qui dit je viens de créer mon entreprise, je vais avoir le NINEA, le registre de commerce, et puis je commence à faire l'étude de marché pour savoir si je peux vendre de l'arachide à Kaolack ou comment je peux amener ma marchandise des Kédougou jusqu'ici à Dakar et comment est-ce que je peux faire. Non, c'est celui qui est capable d'avoir une intelligence d'affaires autour des acteurs qui peuvent être les banques, qui peuvent être les autres collègues entrepreneurs, qui peut être aussi l'État
et ils mettent tout ça ensemble pour avoir un cocktail réussi. Respecter les normes ou pas, du moment où il avance quelque part, il avance. J'ai rencontré un jeune qui me dit, mais grand, je suis en train de vendre des œufs et on me demande d'avoir un registre de commerce. Je dis, bon, fais-le si tu peux le faire. Il dit, mais je ne peux pas le faire. Comment je fais pour contourner? Je dis, tu prends tes œufs, tu te mets dans un coin, tu commences à vendre. Le jour l'autorité de la mairie viendra te demander, tu lui dis, tu n'es pas au courant de ça. Bon, maintenant, tu demandes à la mairie, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir ça? Mais parce que si toi, tu prends tes œufs, tu le mets dans la chambre, personne ne saura que tu vends des œufs. Tu prends tes œufs, tu vends tous les jours. Au bout d'un moment donné, tu auras l'argent pour aller payer. C'est comme ça. Est-ce que je le sais ou je ne le sais pas? Parfois, l'ignorance peut nous condamner. Parfois, le savoir peut nous faire aussi, peut nous donner l'avancement des choses. Et donc, c'est une question très compliquée. Et c'est pour cela que je dis souvent aux gens, l'entrepreneuriat, c'est un défi. C'est apprendre ou laisser. Mais c'est pour ça que je dis que les jeunes qui veulent aller à l'entrepreneuriat, prenez le temps de réfléchir. Je vais apporter quoi comme valeur ajoutée? Parce que si on commence à entreprendre en se disant que je vais me faire de l'argent, je pense qu'on a fait fausse route. Il faut d'abord commencer à trouver une solution à la communauté qu'on veut apporter. Et à partir de là, on peut démarrer. Et je crois que l'État du Sénégal ou les agences du Sénégal devaient fédérer en fait. Ils doivent mutualiser leurs forces pour peut-être créer, si vous voulez, une sorte de fonds d'investissement à l'entrepreneuriat. Je ne parle pas de l'ADER. L'ADER ne fait qu'accompagner parce que dans tout ça, il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un monitoring. Si ça n'existait pas, tout le monde va penser que non, ok, le gouvernement a mis en place et on va détruire, je veux dire, la genèse même de l'esprit d'entrepreneuriat alors qu'elle doit démarrer. L'entrepreneur aussi peut se dire, bon, je vais créer mon fonds en moi, je vais faire ceci et faire ceci. En conclusion, je peux dire, dans mon analyse, c'est que ce qui organise le concours, je ne suis pas contre des gens qui organisent des concours, par exemple, de business plan, de concours de création d'entreprise. Mais ceux-là, ils font quoi? Est-ce qu'ils accompagnent ou bien ils font de l'entrepreneuriat? Parce que moi, je peux avoir une idée et puis je vais amener mon idée. On est 100 personnes ou peut-être 500. Mais qui me dit que je vais gagner? Qui me dit que l'idée qu'on m'a reculée est mauvaise? Je pense que toutes les idées de création d'entreprise, elles sont bonnes. Il faut juste l'adapter dans le pays qu'il faut. C'est comme les graines que je jette comme ça. Les graines qui tombent vers les cailloux ne poussent pas. Les graines qui tombent sur un sol bien aménagé poussera. C'est cela. Donc il faut identifier où j'entreprends, quand j'entreprends, comment j'entreprends et dans quel secteur j'entreprends. Wow. En tout cas, merci pour tous ces beaux conseils. Finalement, Fa, on se pose la question, la responsabilité, elle se situe où? Est-ce que l'État est totalement responsable? Est-ce que l'État et l'administration doivent créer plus d'emplois? Est-ce qu'on doit se tourner vers le secteur privé? Ou est-ce que les jeunes doivent plus prendre la responsabilité et être prêt à entreprendre, comme dit Monsieur Nicolas ici, que l'entrepreneuriat, c'est aller au front. Est-ce que vous préconisez plus que les jeunes aillent au front ou que l'État aussi prenne plus sa responsabilité? Question difficile. Oui, très compliquée. Moi, je pense que la responsabilité, elle est tripartite. Il y a la responsabilité des jeunes, il y a la responsabilité de l'État, mais il y a la responsabilité de la société. Et nous, tout le monde, on est tous en fait responsables un peu de ce qui se passe. Nous ne pouvons pas tout attendre de l'État. Il faut se dire les choses. Si on attend tout de l'État, écoutez, il ne se passera absolument rien. Un entrepreneur, par exemple, n'attend pas l'État pour commencer un business, qu'il échoue ou qu'il réussisse. Il faut y aller. À un moment donné, ça veut dire qu'il faut avoir des valeurs, il faut croire en ce qu'on fait, il faut résoudre, apporter des solutions à des besoins. On ne peut pas venir, moi, Fadjalo, par exemple, je ne sais pas du tout faire de la communication, mais je sais que c'est un business qui rapporte, j'y vais. Ça, c'est clair que, évidemment, je vais échouer. Mais peut-être que j'aurai appris quelque chose. Moi, je pense que entreprendre aussi, c'est aimer ce qu'on fait. Au-delà d'en faire un business pur et dur.
Il ne faut pas aller dans l'entrepreneuriat en se disant je vais gagner beaucoup. Peut-être que c'est mon côté social qui parle aussi. Je ne sais pas. C'est l'entrepreneur social qui parle en fait. Et je crois beaucoup au business inclusif. Entreprendre et faire du bien dans sa société, se faire de l'argent bien évidemment, mais apporter, contribuer aussi à l'économie sociale et solidaire du pays. C'est très important de penser comme ça. Il faut changer les mindsets des gens. On ne peut pas tout le temps être je ne vais pas aller non plus dire du mal sur les capitalistes ou les banquiers qui sont des fervents défenseurs de l'entrepreneuriat qui produit de l'argent. Mais je pense qu'au-delà d'entreprendre et de faire du business, il faut aussi solutionner des problèmes sociétaux. Aujourd'hui, si les jeunes se rendent compte qu'effectivement, ils ont un problème, un défi majeur à relever, ce n'est pas en se levant tous les jours à 11h, prendre son petit déjeuner à midi, que les choses vont se résoudre. Il faut être capable, à un moment donné, de prendre aussi ses responsabilités et d'aller vers l'emploi. Oser taper les portes. S'il le faut, faire du porte-à-porte. Les parents aussi ont des responsabilités vis-à-vis de leurs jeunes. Et toutes ces organisations qui sont là aujourd'hui, qui accompagnent les jeunes, il ne suffit pas de donner de l'argent. L'ADER, ou je ne sais pas, l'ADPME, ou toutes ces structures, moi je ne les connais pas toutes, il ne suffit pas de donner de l'argent. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas le gérer, c'est de l'argent non seulement qui ne vous sera pas remboursé, mais qui ne sera bénéfique à personne, ni à l'entrepreneur, ni à la société. Donc on donne de l'argent, d'accord, mais il faut accompagner derrière. Tout à fait. Accompagner, c'est du suivi. Du suivi. Et ça, c'est très important. Et j'insiste sur ce mot-là. Oui. On ne suit absolument rien dans ce pays-là, dans notre pays, franchement. Et c'est vraiment un gros problème qu'il va falloir résoudre. Je ne sais pas comment on va faire. Quels sont les experts qui vont se lever pour apporter des solutions pérennes, mais je pense qu'il va falloir penser à ce suivi, mais surtout à l'accompagnement des jeunes. Eh oui. Le manque de suivi toujours au cœur de la problématique, hein, on y revient tout le temps. Oui. Monsieur Nicolas, j'ai envie de vous lancer une question comme ça, parce que vous êtes revenu dessus plusieurs fois dans l'émission. Est-ce que vous pouvez expliquer finalement c'est quoi la consultance et pourquoi la consultance? Oui. Je vous remercie. Et déjà, je suis le président de la MCCA, la mission du Conseil des consultants africains. Alors, la consultance, c'est un métier. C'est un métier, mais un métier spécialisé, mais qui peut être un métier global aussi, qui, par sa définition, traite des questions à la fois économiques et sociales, mais global dans le développement économique d'un pays ou d'une région. Et donc, il est important d'être outillé sur la consulting, qui est en réalité ici une forme d'ingénierie qui vous dope en réalité des outils et des méthodologies, de la capacité à comprendre une situation, à les résoudre à l'instant T et à apporter des solutions. Un consultant peut être quelqu'un qui résout un problème tout de suite et qui vend des résultats tout de suite. Vous l'exposez le problème tout de suite, il les résout. Mais cela nécessite fondamentalement d'être spécialisé dans ces domaines-là. Je peux être consultant en management, en finance, en économie, en trading, en tout ce que je veux. Mais je dois comprendre comment la mission de la consultance se déroule, si je dois la faire. Je dois comprendre comment analyser les termes de référence que mon client me le soumet, qui en réalité est comme une demande. Et ça, c'est important. On n'apprend pas ça forcément à l'école. Il n'y a pas une école qui écrit quelque part « Venez faire la formation de consultance pendant 10 mois », ça n'existe pas. D'autres l'apprennent dans le temps, d'autres apprennent les outils et deviennent des consultants par la suite. Et donc, nous, aujourd'hui, nous formons des consultants dans n'importe quel domaine et nous les plaçons, mais ils sont membres du réseau et bénéficient en réalité des missions de la MCCA, mais en même temps, le consultant est un intellectuel qui recadre le fonctionnement de l'État, quand je dis État, c'est vous et moi, de la société et apporte une contribution stratégique de la valeur ajoutée que cet État ou cette nation
ou si vous voulez la gouvernance, peut dérailler. En réalité, c'est une autre force d'analyse d'observatoire de la société ou de l'entreprise qui doit être en réalité la demande. L'État peut demander à un consultant qu'est-ce que vous pensez de cette situation. Je peux analyser, je peux apporter des réflexions, je peux faire des études. Mais un consultant, c'est quelqu'un qui produit. Il n'est pas assis et il attend des missions. Il provoque des missions. À travers quoi? L'observatoire de l'entreprise. Je peux constater un problème. Je peux passer un mois en train d'étudier une société, mais je détecte la faille. Je viens avec un rapport détaillé, je dis, Madame Sophia, vous êtes la directrice de telle société, je passe un mois, n'est-ce pas, vous avez un problème au niveau de votre commerce? Oui, je pense que votre société n'arrive pas à vendre tel produit. Vous avez remarqué tel problème, tel problème. Vous avez un problème avec votre concurrence. Voici, c'est un problème de prix. Vous ne vendez pas ceci. Je détaille tout. Mais si en réalité vous êtes logique dans ce que je dis, vous allez me poser la question, qu'est-ce que vous proposez? C'est dans qu'est-ce que vous proposez que le jeu de la consulting rentre. À ce moment-là, je fais des propositions pour remonter, pour peut-être redynamiser ou replacer le produit ou la marque dans le marché. Et à ce moment-là, je vous dis, ça me coûte par exemple 10 millions, ou ça me coûte tant, ou je prends un contrat avec vous sur une année et chaque mois, je vous amène ça. Mais tout ce que je propose, ça doit être des solutions immédiates pour que l'entreprise puisse être à l'aise. Ça, c'est au niveau entreprise. Mais au niveau national, nous avons tellement de consultants qui reviennent du Brésil, de l'Espagne, de l'Europe, disons de l'Occident, du Moyen-Orient, pour gérer des questions africaines. Alors qu'au Sénégal, comme en Afrique, nous avons de spécialités, nous avons des experts qui sont capables de gérer. Mais pourquoi tous ces experts-là ne sont pas dans le domaine de la consultance? Parce que tout simplement, ils ne sont pas outillés. Parce que tout simplement, ils n'ont pas l'information. Alors que les institutions internationales peuvent avoir 36 000 missions au cours de l'année. Mais ces missions-là sont attribuées à des expatriés, à des étrangers qui sont occidentaux, qui sont orientaux, qui sont de l'Amérique, ainsi de suite. Mais nous-mêmes, Africains, nous n'arrivons pas à gérer nos questions. Et donc ça, c'est très important de pouvoir faire la formation. Un étudiant de licence diplômé, Master 2, ou un MBA, un doctorat, peut devenir consultant et gagner des missions. Un exemple pour être court et peut-être intéresser ceux qui nous suivent. Et une mission de consultance sur 3 mois ou si vous voulez 6 mois, même une année, la prestation honoraire, ça varie, ça peut être entre 300 et 650 € jour. Par jour? Oui, jour ouvré. Donc, je sais que c'est un secret des polichinelles de personnes. Les experts consultants qui me suivent le savent, mais les gens n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce que c'était il y a longtemps, resté comme un jardin secret. Il n'y a que des experts qui sont dans des organisations X ou Y que vous connaissez, vous et moi, et qui n'en parlent pas. Mais c'est un domaine comme ça. On a un consultant qui quitte la Grèce, qui va aller à Kaolack ou à Kafrine là-bas pour faire une mission de 5 jours. On le paye par exemple 850 € jour. Il est logé, il fait sa mission, il fait son rapport, il rentre, les recommandations sont Beau pactole. Mais pourquoi on ne prend pas un Sénégalais pour aller à Abidjan? Pourquoi on ne prend pas un Ivoirien pour aller au Congo? Pourquoi on ne prend pas un Gabonais pour aller par exemple se retrouver en Égypte ou au Maroc, faire une mission de consultance dans n'importe quel domaine, l'aquaculture, l'énergie, le climate change, dans tout ce que vous voulez. Mais parce que tous ces experts ou spécialistes n'ont pas d'outils, ne savent pas qu'est-ce qu'est la consultance. Exact. Vous voyez. Et donc ça c'est important. Et moi je profite de l'occasion pour lancer un appel. Venez nous rejoindre à la MCCA, travaillez avec nous, on a des missions pour partager. Je pense que cela résout les questions de l'employabilité. Parce que quelqu'un peut être diplômé aujourd'hui. Je précise une chose importante. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour être expert. Il ne suffit pas d'avoir un master, un MBA, être un doctorat et savoir faire quelque chose. Il y a une différence entre la compétence et la connaissance. Il y a une différence entre savoir faire un travail ou gérer une mission que d'avoir un diplôme. Et ça, c'est très important. C'est très important. La pratique reste Absolument. très importante. Voilà. Merci pour toutes ces informations. Je pense que nos téléspectateurs pourront juger de leur pertinence. On en arrive presque à la fin de cette émission. Je ne pourrais terminer sans vous demander à chacun, en commençant par vous, Fa, les dames à l'honneur, si vous aviez un dernier message à lancer pour récapituler
à la jeunesse, ce serait quoi aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine en général? Exactement. Waouh, là c'est une colle. Mais juste pour en revenir un tout petit peu sur la consultance, je crois que je vais venir vous voir après. N'est-ce pas? C'est très intéressant. En fait, aujourd'hui, tout le monde se déclare consultant aussi, hein, mais je suis ravie de savoir qu'il y a une école qui cadre ce métier-là, parce que tout le monde est consultant et expert dans tout et n'importe quoi. On est les rois de je sais tout et je connais tout. Ouais. Donc, parfait, il faudrait peut-être vulgariser un peu plus, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est méconnu pour la plupart des diplômés, mais certainement besoin de faire un renforcement de capacité sur l'aspect pratique avant de se lancer, parce que ne peut pas être un consultant qui veut. Exactement. Donc du coup, je pense que quand même c'est un métier qui a besoin d'être bien cadré et avec des agréments peut-être éventuellement qui peuvent certifier de la compétence du consultant. Pour notre chère jeunesse, je pense qu'il faudrait leur redonner confiance. Il faudrait leur redonner confiance. Il faudrait leur dire que le Sénégal ou l'Afrique, c'est notre tour. Les pays occidentaux, aujourd'hui, ils n'ont plus rien à prouver. Nous, on a le noyau dur, c'est-à-dire les ressources humaines, les personnes. Elle est très très jeune. Au Sénégal, par exemple, 64% de la population, elle est jeune. Ça veut tout dire. On peut faire de notre pays ce qu'on veut. Il faut que les gens aient confiance en nous. Il faut que notre jeunesse regagne leur leadership. Je déteste ce mot d'habitude, je ne sais même pas pourquoi je l'emploie. Mais il faut que la jeunesse accepte de se remettre en question. Accepte aussi de se dire que ce n'est pas parce qu'on a échoué là et d'arrêter de se comparer aux autres. Les choses ne s'acquièrent pas comme ça sur un claquement de doigts. Il faut accepter d'aller de l'avant. Il faut accepter d'apprendre. Il faut accepter de se remettre en question. Il faut accepter de véritablement faire une introspection de soi et de vouloir comprendre comment on peut rebondir, qu'est-ce qu'on peut apporter à notre société. Parce qu'on a besoin de tout le monde. Les agriculteurs, on a besoin d'eux. Les personnes qui travaillent dans la petite enfance, on a besoin d'eux. Tous les secteurs d'activité sont nécessaires. Ouais. Sont nécessaires. Mais comment orienter ces jeunes-là? Qui va s'en occuper? Comment on va faire pour justement apporter un cadre qui nous permettra de construire une jeunesse solide qui aura retrouvé sa confiance en elle pour se lancer? Parfait. Votre message très rapidement à la jeunesse sénégalaise. Alors, il va être très court. Hein. Oui. Je pense que la meilleure façon de... C'est venez consulter, non? La meilleure façon d'échouer, c'est d'être surpris qu'on a raté. Oui. Et je pense que la jeunesse sénégalaise et africaine est très outillée. Et je crois que le Sénégal a deux avantages par rapport aux autres pays de l'Afrique. C'est la stabilité et la continuité administrative. C'est ce que les autres n'ont pas. Et cette stabilité, la jeunesse sénégalaise n'en profite pas. Du point de vue de la création de l'entreprise et innovation économique. On s'attache sur des petites choses. Et la deuxième chose, je dirais que la jeunesse sénégalaise ne va plus travailler seule. Post-Covid, c'est fini. Aujourd'hui, il faut limiter, en fait. Il faut arrêter d'être dans la limite de la coopération. Ça veut dire que je travaille seul, je suis entrepreneur, je vais bosser seul, je vais avancer seul, je n'irai pas loin. Il faut que je me mette ensemble avec les autres. Et puis on se dit, bon, ok, les gars, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller là-bas? On est ici, comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces niveaux? C'est comme ça que la jeunesse doit réfléchir. Et je les invite effectivement à se renforcer et à rejoindre un réseau et à devenir des super consultants pour gérer les questions africaines par nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour cette excellente émission pleine de conseils et d'informations. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être au rendez-vous de idées. Cette émission, nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba, je remercie toute l'équipe et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro sur ITV.